Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Margot, j'ai 18 ans et je vis actuellement aux États-Unis. Pour faire court, j'ai eu mon bac l'année dernière. Sur Parcoursup, j'ai demandé une année de césure. À la base, j'étais censée faire une année d'échange de 10 mois aux États-Unis, mais je n'ai pas eu de placement à temps, donc c'est tombé à l'eau. Donc au début de l'année, j'ai fait un petit tour d'Europe. Je suis allée en Autriche, en Grèce, en Espagne, en Italie et au Portugal. Et je suis partie en décembre à Portland aux États-Unis, dans une famille d'accueil que je connaissais déjà. Et donc ici, je suis étudiante, j'étudie au Portland Community College. Je pense que c'est tout. Est-ce que vous entendez l'avion ? Donc ça fait déjà un petit peu plus de 2 mois que je suis arrivée à Portland, donc je pensais que ça pourrait être cool de faire un petit bilan et de répondre à certaines questions qui m'ont été posées sur Instagram. Donc la première question qu'on m'a posée, c'est est-ce que je m'en sors pour communiquer, est-ce que j'ai l'impression de m'améliorer, etc. Alors la question de la langue est une grosse question forcément. Oui, je m'en sors très bien pour communiquer. Comment essayer d'expliquer ça ? Déjà, il faut savoir qu'à la base, j'ai quand même un plutôt bon niveau d'anglais. Je suis pas excellente, mais j'ai largement le niveau que je suis censée avoir à mon âge. Et surtout, même avant d'arriver ici, ma compréhension orale était déjà plutôt pas mal parce que tout simplement, je regarde des films et des séries en anglais sans sous-titres. Il n'y a pas de secret, on fait que de le dire. Si vous voulez vous améliorer sur votre compréhension orale, regardez des films. De 1, ça vous aide bien sûr pour votre compréhension en anglais. Et de 2, je suis désolée, mais même si je respecte les doubleurs de films, un film en version originale, c'est 400 fois mieux. C'est nul doublé, c'est nul. Ça ne matche pas les lèvres, c'est nul. Donc regardez en anglais, sans sous-titres ou avec sous-titres anglais si vous voulez, mais pas sous-titres français, ça sert absolument à rien parce qu'on lit sans écouter. Donc dès que je suis arrivée, je comprenais déjà à 95% de ce qu'on me disait. Et les 5% que je comprends pas, c'est quand on me pose, je sais pas, une question assez précise et le mot principal de la phrase, je le connais pas, donc j'arrive pas à déduire le sens. Et donc par exemple à l'écrit, je pense que j'ai un bon niveau, mais c'est vrai que pour parler, c'est tout de suite plus compliqué, c'est-à-dire que quand je veux dire quelque chose, j'ai ma phrase dans ma tête qui est prête. Non pas parce que je la répète ou quoi, mais je sais ce que je vais dire, je sais que ça va être correct grammaticalement. Mais quand je veux la sortir, ça ne sort pas aussi net que c'était dans ma tête en fait. C'est un peu pénible, soit je bégaye, soit je fais des fautes, alors que dans ma tête elle était prévue sans faute cette phrase. Mais ça va mieux quand même, donc là ça fait presque 3 mois que je suis là. Je commence à être vraiment à l'aise. Après, je m'entends encore en faire plein de fautes. D'ailleurs, ça me fait rire parce qu'à chaque fois qu'on parle de l'anglais avec ma famille d'accueil, ils me disent toujours « Ah non, mais t'es fluente et tout. » Même la première fois que t'étais venue, parce que ma famille d'accueil, je l'ai rencontrée une première fois il y a 3 ans, mais je vous en parlerai après dans la vidéo, ce sera plus simple. Et donc il y a 3 ans, moi je me souviens, mais je ne parlais pas. Genre déjà j'étais un peu nulle, enfin genre je faisais plein de fautes et tout. Et surtout j'avais l'impression que je parlais pas, genre je répondais le strict minimum et tout. Et hier il y a ma soeur d'accueil qui me disait non moi je trouve que c'était bien. Hein. Et même maintenant ils sont toujours là, ah oui je suis toujours étonnée de tous les mots que tu connais. Alors que moi vraiment genre je trouve que c'est pas bien. Après c'est certainement parce que je suis dure, je m'autocritique. Mais en tout cas c'est vrai que ma famille me dit que je parle très bien. Mais par contre je pense aussi qu'elle s'est habituée à mon accent. Et donc quand je parle, ils vont mieux me comprendre que par exemple quand je vais parler en cours, déjà ça m'arrive pas très souvent, ils ont plus tendance à me faire répéter parce qu'ils s'attendent pas nécessairement à la façon dont je vais tourner les choses ou à mon accent peut-être, je sais pas. Donc en parlant de la famille, je vais faire un point sur la famille parce qu'il y a certaines personnes qui me demandaient mais si t'es partie indépendamment sans organisme, comment t'as eu ta famille ? Donc comme j'expliquais dans la vidéo qui présente mon projet à Portland, j'ai rencontré ma famille il y a 3 ans. Donc quand j'étais en seconde, mon lycée organisait un échange de 3 semaines aux États-Unis avec l'organisme Terre des Langues il me semble. Donc quasiment tous les secondes partaient aux États-Unis. On était placés à différents endroits mais quand même dans la zone de Portland et à un autre endroit aux États-Unis, je sais plus, bref on s'en fiche. Donc j'avais rencontré les Smiths, ma famille d'accueil à ce moment-là, on s'était super bien entendu. Il faut savoir que nos 2 familles, enfin donc ma famille américaine et ma famille française se ressemblent énormément, donc j'ai pas été désorientée. Mes parents d'accueil et mes parents français ont un peu les mêmes modes d'éducation, donc ils sont pas trop stricts ni trop cool. Juste notre relation elle est basée sur la confiance et c'est comme ça que j'ai été éduquée avec mes parents donc on match plutôt bien. Et après au niveau des activités aussi on aime les mêmes choses, on aime les mêmes types de films, on a un peu le même type d'humour parce que ça justement j'avais peur quand je m'étais dit je vais partir 1 an aux États-Unis, ça va trop manquer le second degré français et tout. Moi c'est quelque chose que j'adore faire, de faire du second degré. Et eux les Smiths ils adorent faire du second degré donc je suis servie, j'aime beaucoup. On est sur la même longueur d'onde on va dire. Ensuite concernant les études, donc je suis au Portland Community College. Donc college ça veut dire université, mais on va dire qu'il y a 2 types d'universités aux États-Unis. Il y a university et college, même si les 2 termes sont un peu interchangeables. Mais college c'est beaucoup moins cher que university, donc on va dire l'université. C'est-à-dire que l'université, faut compter environ 30 000 € par an
pour les universités basiques, alors que les collèges c'est plutôt 13 000 euros par an à peu près. Donc moi je suis là que 6 mois, donc je paye peut-être 8 000 euros. Donc je ferai peut-être une vidéo plus précise sur le sujet, mais en gros on paye par crédit et on doit avoir un certain nombre de crédits minimum. Donc en tant qu'étudiante d'échange je dois avoir 12 crédits minimum. Donc là au premier trimestre j'ai 3 matières de 4 crédits, 3 x 4, 12. Et le crédit pour les étudiants d'échange ici je crois c'est 258 $. Donc j'en ai pour à peu près 1000 euros par matière. Donc là j'ai pris 3 matières au premier trimestre, je vais prendre 3 matières au deuxième trimestre, ça me fera 6 matières donc 6 000 euros. Et après je dois prendre aussi une assurance obligatoire de 500 euros, enfin 500 $ par trimestre. Donc ça fait 1000 euros de plus, enfin euros, dollars, bon à quelques euros près et à quelques dollars près c'est la même chose. Voilà, et donc au niveau de mes cours, on choisit en fait vraiment les matières à la carte on va dire. Généralement ceux qui vont en collège, à la différence de l'université, ils veulent soit avoir un diplôme court en 2 ans, soit commencer leurs études en collège et ensuite transférer en université. Donc généralement en fonction de leur diplôme ou du transfert qu'ils veulent avoir, ils choisissent leur matière en fonction de ça. Mais comme moi je suis aux États-Unis et je suis étudiante juste parce que je veux être aux États-Unis mais je compte pas avoir de diplôme parce qu'après je retourne en France pour étudier, je peux choisir toutes les matières que je veux donc c'est bien pratique. Ce qui est un peu pénible c'est qu'avec le Covid en ce moment il y a très peu de classes en présentiel, il n'y a pas trop l'ambiance des campus et tout, mais j'ai donc réussi à avoir 2 classes sur 3 en présentiel à ce trimestre-ci. Donc j'avais College Composition, c'est genre de la rédaction si vous voulez. C'est un cours plutôt cool, tous les profs sont super sympas en fait. Ils veulent qu'on les appelle par leur prénom, ils nous envoient des mails trop sympas et tout, genre carrément informels. Donc j'aime beaucoup, je vais me prendre une claque quand je vais arriver en prépa l'année prochaine. Ensuite j'ai cours de US Government, donc gouvernement des États-Unis, on apprend la constitution, les mouvements sociaux, les lois, les élections présidentielles, etc. Et ensuite j'ai un cours d'idéologie politique, donc on étudie les différentes idéologies, fascisme, libéralisme, conservatisme. Donc j'aime toutes mes matières, c'est pas particulièrement difficile, je trouve, ça demande du travail. C'est pas je me tourne les pouces et j'ai 20 sur 20 à chaque fois, mais c'est vrai que j'ai des super bonnes notes. Donc en gros en US Composition on n'a pas beaucoup de travail, je dirais que c'est la matière la plus légère que j'ai. Parfois on doit faire des recherches un petit peu plus approfondies mais pas très compliquées. Ensuite en US Government, parfois il y a des cours je suis totalement perdue parce qu'en fait le prof, déjà on n'est que 5 dans la classe et le prof part du principe qu'on a un minimum de connaissances sur les États-Unis puisqu'on vit aux États-Unis. Ce qui n'est pas mon cas, je ne suis pas américaine donc j'ai plein de retard sur la culture américaine en général. Par exemple en tant que française, je sais comment se passent les élections parce que je vis en France, même si je l'avais pas appris. Sauf que là aux États-Unis, je ne sais pas, surtout les élections américaines, quelle histoire. Il y a genre 10 étapes différentes aux élections. Donc oui, parfois il y a des cours où je suis totalement perdue, mais après il suffit que je bosse un petit peu plus chez moi et je comprends. Et au niveau des examens, on a généralement un QCM et 2 compositions à faire en 2 heures. Sauf qu'en fait, genre, on a déjà les questions des compositions à préparer chez nous. Et c'est même pas des compos comme en France, genre une grande question et il faut structurer sa pensée, etc. C'est ça qui est compliqué dans le système français. Là, genre en fait, on a plusieurs questions et on dit tout ce qu'on sait et dès qu'on dit quelque chose d'intéressant, il nous rajoute un point. Donc en fait, il suffit juste d'apprendre et de tout recracher, il n'y a aucune réflexion en fait, c'est juste de l'apprentissage. Et au niveau de mon cours d'idéologie, c'est généralement un QCM, mais parfois il y a des questions où il faut un petit peu rédiger, mais c'est en ligne, mon cours d'idéologie est en ligne. Donc pareil, c'est assez simple. Par contre, mon cours d'idéologie me demande beaucoup de temps parce qu'on fait 2 idéologies par semaine. Donc ça me fait à peu près 60 pages de lecture de livres par semaine sur les idéologies. C'est super dense, c'est super lourd, mais c'est très intéressant, mais ça me demande beaucoup de temps. J'ai l'impression que je fais que ça, de lire des idéologies. Donc voilà pour les études, et donc je vais changer mes matières bientôt pour le 2e trimestre. Je referai un bilan à ce sujet à la fin du 2e trimestre, avant mon départ. Ensuite on m'a posé des questions sur les amis aux États-Unis, mes relations sociales, comment on fait si on est timide pour se faire des amis. C'est une bonne question. Alors, je n'ai aucun ami. Après, vraiment, la situation Covid n'aide pas parce que donc je suis en cours que 2 jours par semaine. J'ai 4 heures de gouvernement en cours et 2 heures de composition. Donc en fait, les gens, je les vois 2 heures ou 4 heures par semaine. Donc je vois pas trop comment je peux tisser des liens. Pourtant, je suis pas timide, mais je pense pas que la timidité est vraiment quelque chose à voir avec se faire des amis, enfin peut-être un petit peu. Et moi, je suis pas du tout timide, mais même au lycée, j'avais pas beaucoup d'amis. C'est-à-dire que je m'entends bien avec tout le monde, je parle avec tout le monde, mais de là à les considérer comme des amis,
Donc je n'ai pas d'amis. J'espère qu'en deuxième trimestre j'en aurai. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Voilà, je les vois très peu dans la semaine. Surtout eux, ils vivent aux États-Unis, donc ils ont leur vie. Ils cherchent pas à se faire des amis. Juste ils vont en cours, ils bossent, ils retournent chez eux. Mais après ça va, je manque pas de relations sociales parce que donc j'ai ma famille d'accueil. Après mes sœurs d'accueil ont à peu près mon âge. Elles ont 15 et 17 ans. Donc je traîne souvent avec les amis de ma sœur d'accueil qui a 17 ans. On s'entend très bien. Et aussi j'ai 2-3 amies françaises à Portland. On n'a pas eu l'occasion de beaucoup se voir, mais voilà, j'ai aussi ces contacts si je veux faire des trucs. Ensuite on m'a demandé est-ce que j'ai été homesick et comment faire quand on est homesick. Donc quand on est homesick c'est genre on a un peu le mal du pays on va dire. Et pour le moment je pense pas avoir été homesick. Enfin, il y a des jours où j'ai un petit coup de blues, mais bon, c'est comme en France, il y a des jours où on est un peu déprimé, on sait pas trop pourquoi, même s'il y a rien eu de particulier. Surtout en plus, l'hiver, c'est toujours un peu déprimant. Même, je trouve, j'étais moins déprimée en hiver aux États-Unis qu'en France, parce qu'à chaque fois, je suis toujours déprimée vers janvier-février en France. Donc ouais, j'ai pas été homesick. Ensuite on m'a demandé ce que j'aime le plus aux États-Unis, ce que j'aime le moins aux États-Unis. Ce que j'aime le plus, c'est la gentillesse des Américains, je dirais. Ils sont toujours gentils, toujours à te demander si tu vas bien et s'intéresser à toi. Alors que c'est vrai que les Français, on aime bien tirer la gueule et voir le négatif un peu partout. Et ensuite, ce que j'aime le moins, je dirais, c'est la construction des villes. Dans le sens où tout est super étalé. Donc si tu veux aller quelque part, mais que moi je suis dans le sud et que je veux aller dans le nord de Portland, enfin c'est pas si loin en fait, mais tu dois tout faire en voiture. Et encore, Portland est une ville dans laquelle les transports en commun sont super développés pour une ville américaine. Et pourtant, quand je vais faire 10 km, j'en ai pour 1h30 de transport. Parce qu'en fait, le max, donc c'est le tram, il passe régulièrement, sauf que il n'y a pas autant de voies par exemple qu'à Paris, le métro ou quoi, donc il doit faire des énormes détours et tout. Par exemple, imaginons il y a Portland, ma maison on va dire elle est là, peu importe. Ici on a le centre-ville et ici c'est mon campus. Et en fait en voiture, on a juste à faire ça, mais en max on doit passer par le centre-ville et ensuite aller sur le campus, donc c'est super long en fait. Donc voilà, ça je pense c'est la chose la plus pénible aux États-Unis, mais sinon franchement en globalité j'aime bien tout. Aussi on m'a demandé as-tu des conseils pour pouvoir partir seule et ne pas avoir peur. Donc ça j'imagine c'est plus par rapport au tour d'Europe. Alors le conseil que je pourrais vous donner, c'est de partir avec 3 choses. Un téléphone qui a internet, une carte bancaire internationale et votre confiance en vous. Et si vous n'avez pas trop confiance en vous, votre semblant de confiance en vous, parce qu'en soi on s'en fiche que vous ayez confiance ou pas, c'est juste que vous dégagez qui compte. Et avec ça, vous devriez être paré en fait. Parce que ça paraît un peu ouf de partir tout seul voyager. Et même moi, quand je revois mes vlogs, je me dis waouh, genre j'ai fait ça. Mais en fait, quand on est en train de le faire, ça paraît pas incroyable. Disons que la première journée, c'est un peu bizarre. Mais après, on est dans des grandes villes, à part quand j'étais en Grèce, paumée sur l'île. Mais ça, c'est du coup un super bon souvenir. Ouais, en fait, juste t'es tout seul, mais t'agis comme si t'étais à Paris. Enfin, que ce soit une ville en Autriche, au Portugal ou peu importe, c'est la même chose que si t'étais en France en fait. Donc si t'as un téléphone, normalement, tu te perds pas. Tu peux rechercher tout et n'importe quoi. Par exemple, j'avais jamais pris le taxi, j'étais jamais allée dans une laverie. Si j'ai des questions, Google est mon ami. Et donc après, avec ça, je vois pas trop où pourrait être la peur dans le voyage en solitaire. Ou après, à la limite, avoir des problèmes, genre se faire agresser ou quoi. Et je pense que c'est là où la confiance en soi joue beaucoup. Par exemple, à Barcelone, genre je sortais à 23h30 pour aller faire 30 minutes de marche sur la plage. Et j'étais toute seule. Et il y a des gars qui m'ont abordée. Mais franchement, faut juste regarder droit devant soi, montrer qu'on veut pas se faire emmerder, qu'on a confiance en nous et généralement ils lâchent l'affaire. Oh non, je crois que j'ai plus de batterie à ma caméra, il va falloir que je filme la suite après. Bon, on se retrouve 4 heures après, donc désolée si la luminosité a quelque peu changé. La question à laquelle j'ai pas encore répondu, qui m'a été posée plusieurs fois, c'est quel est mon meilleur souvenir depuis le début d'année ? Donc on va dire mon meilleur souvenir pour ma période États-Unis. Je pense que je ferai une vidéo plus précise sur l'Europe en particulier. Mais donc sur les États-Unis, mon meilleur souvenir... j'ai beaucoup aimé Noël, les périodes de fin d'année. Franchement, c'était très cool de découvrir des nouvelles traditions familiales et tout. Ça m'a pas rendu triste ou quoi de pas faire ça avec ma famille. Après, je pense que mes meilleurs souvenirs de ce moment d'aventure, ce sera certainement les voyages qu'on va faire dans les prochaines semaines. J'ai très hâte de vous partager ça. Si on m'a posé comme question qu'est-ce que je compte faire l'année prochaine après mon année de césure, je ferai certainement une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, sur les années de césure et Parcoursup. Donc l'année dernière, quand je me suis inscrite à Parcoursup, j'ai coché une case
demande d'année de césure. Ensuite j'ai fait mes vœux. Donc moi mon souhait c'était de faire une prépa Hippocagne à L. Les prépas ça se fait en lycée. Donc déjà avant de faire mes vœux sur Parcoursup, j'avais appelé tous les lycées un par un. Ou alors je leur avais envoyé des mails pour savoir si à la base déjà ils acceptaient les années de césure ou pas. Donc ensuite j'ai fait tout mon dossier Parcoursup. Quand on a eu les résultats, j'ai été prise dans ce lycée et je les ai réappelés avant de valider définitivement mon vœu chez eux parce que je voudrais pas abandonner tous les autres vœux pour qu'après ils me disent ah bah non en fait on n'accepte plus l'année de césure. Et donc ils ont accepté, franchement adorable. Du coup bah, je me suis inscrite en fait normalement. D'ailleurs avant la rentrée j'ai reçu un mail qui me disait bonjour vous êtes en Hippocagne 3 pour la rentrée. Donc je leur ai renvoyé un mail. Bonjour, merci beaucoup, mais moi je rentre l'année prochaine, on est bien d'accord. Hein. Et après ils m'ont dit oui, pas de soucis. Donc je sais pas si je serai encore en Hippocagne 3 l'année prochaine. Enfin bon, du coup, c'est cool parce que donc j'ai déjà ma place de retenue pour la rentrée prochaine, donc la rentrée 2022. Donc j'ai pas besoin de me préoccuper de Parcoursup ou quoi, donc c'est quand même un point en moins. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Je ferai certainement d'autres vidéos bilan FAQ comme ça dans l'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, des petits commentaires, à les poser en commentaire ou sur Instagram. C'est là où je suis la plus active, donc si vous voulez avoir des petites nouvelles de mon quotidien, allez plutôt sur Instagram que sur YouTube. J'ai hâte de vous poster les prochaines vidéos qui s'annoncent très excitantes et je vous dis à bientôt.